Lorsqu'un individu est résident de deux pays en vertu du droit interne de chacun de ces pays, des conventions fiscales ont été mises en place afin de s'assurer d'éviter la double imposition. Il est à noter qu'une double imposition peut malgré tout exister, même si l'intention des règles de convention fiscale est d'éviter cette double imposition. Alors voyons comment s'appliquent les règles de façon générale à l'égard des conventions fiscales que les États-Unis ont signées avec des pays étrangers. Donc, lorsqu'un individu est résident fiscal de deux pays, un test en cascade sera appliqué pour déterminer duquel de ces deux pays la convention fiscale viendra trancher pour considérer cet individu résident d'un seul des deux pays. Le premier de ces tests est le test de foyer d'habitation permanent. Ainsi, lorsqu'un individu a un foyer d'habitation permanent dans seulement un des deux pays, il sera considéré résident fiscal de ce pays. Par exemple, un résident du Canada qui passe 5 mois par année aux États-Unis serait résident des États-Unis en vertu du Substantial Presence Test, serait aussi résident fiscal du Canada. Si cet individu n'a pas de foyer d'habitation permanent aux États-Unis, il sera résident fiscal du Canada, s'il a un foyer d'habitation permanent au Canada. S'il n'avait pas de foyer d'habitation permanent ni au Canada ni aux États-Unis, ou alternativement, s'il avait un foyer d'habitation permanent et au Canada et aux États-Unis, on doit aller à un deuxième test. Ce deuxième test, c'est le test des liens économiques et sociaux. On doit donc identifier si un individu a des liens économiques et sociaux plus étroits avec les États-Unis ou avec l'autre pays. Encore une fois, ce test sur les liens économiques et sociaux, s'il est clair que l'individu a des liens économiques et sociaux plus étroits avec un pays plutôt qu'avec l'autre, il sera résident fiscal de ce pays. Sinon, on doit se rendre à un troisième test. Le troisième, on doit déterminer l'endroit où l'individu séjourne habituellement. Il s'agit donc ici d'un test où on détermine le nombre de jours passés dans chacun des pays. Et la différence doit être significative entre les deux pays. Ainsi, un individu qui aurait passé 185 jours dans un pays et 180 jours dans l'autre, il n'y aurait pas de différence significative et on devrait aller à ce moment-là au quatrième test. Ce quatrième test, c'est un test de citoyenneté. Alors, l'individu sera résident du pays dans lequel il est citoyen. Alors, si l'individu est seulement citoyen d'un des deux pays, il sera résident de ce pays. S'il est citoyen des deux pays ou s'il n'est pas citoyen de ni l'un ni l'autre des deux pays, les autorités compétentes de chacun des deux pays, donc les autorités fiscales, s'entendront entre elles pour déterminer duquel des deux pays l'individu sera résident aux fins de la convention fiscale. Maintenant, le fait d'être un non-résident en vertu d'une convention fiscale ne veut pas dire que l'individu est non-résident pour toutes les fins de la loi de l'impôt sur le revenu américaine. La loi américaine considère qu'un individu qui est non-résident en vertu d'une convention fiscale sera considéré comme non-résident des États-Unis en vertu de la loi américaine seulement pour les fins de déterminer son revenu, ses dépenses et ses crédits. En d'autres mots, le montant d'impôt à déterminer. Il ne sera pas considéré comme non-résident des États-Unis pour les fins autres que le calcul d'impôt sur le revenu. Par conséquent, pour les fins de tous les formulaires d'information, pour les fins de déterminer si une société serait, par exemple, une société étrangère affiliée qu'on appelle aux États-Unis un Controlled Foreign Corporation, l'individu demeure résident fiscal des États-Unis. Plus concrètement, l'exemple de notre résident du Canada qui a passé 6 mois aux États-Unis et 6 mois au Canada, assumons pour un moment qu'il n'a pas de foyer d'habitation permanent aux États-Unis et qu'il en a un au Canada. Il est donc résident fiscal du Canada en vertu de cet article de la Convention fiscale. Aux fins fiscales américaines, il sera considéré comme non-résident des États-Unis pour déterminer son revenu imposable et le montant d'impôt à payer. Pour les autres fins de la loi, il sera un résident des États-Unis. Par exemple, un non-résident des États-Unis en vertu de la Convention fiscale
devra donc produire des formulaires pour aviser le gouvernement américain de ses comptes dans des institutions financières à l'extérieur des États-Unis. Le formulaire FinCEN 114, aussi connu sous le nom de FBAR. Il aura aussi l'obligation de produire des formulaires 54-71 s'il détient les actions de sociétés étrangères, donc non américaines. Alors, même s'il est non résident des États-Unis en vertu d'une convention fiscale, il est quand même tenu de produire tous ces formulaires que les autres résidents des États-Unis doivent produire.